Eh ben bonjour, Hello. bonjour tout le monde. Salut Jérôme, ça va? Salut Nicolas, ça va? Oui, ça va très bien. Et parce qu'on va parler d'un truc très cool. On va parler des Chevaliers du Zodiaque aujourd'hui de Senseiya. Ouais. Manga, anime, culte, s'il en est. Je m'adresse à la génération Club Dorothée un petit peu quand même, parce que ça part de là. Pourquoi on parle de Senseiya? Parce qu'il y a plein de nouveautés. Il y a une nouvelle BD qui arrive dans un an Voilà. par Jérôme Alquier qui est avec nous, qui est dans le coin droit de l'image, Salut Jérôme, et qui va nous parler, nous présenter en exclusivité 4 visuels de la BD qui sort dans un an. en exclusivité. Et avec nous par la voix, il y a Olivier de la chaîne Nébulaire qui est un grand spécialiste. Comme des son nom Chevaliers l'indique. Bonjour. Bonjour. Invité. Chaîne Nébulaire, du coup, on vous demande pas quel personnage est votre préféré, vous. Enfin, j'ai l'impression. Oh, ça change chaque jour. D'accord. Ok. Mais pas le nom de la chaîne. Du coup, on s'est quand même arrêté un peu sur Andromède, quoi, j'ai l'impression. Oh, ça peut être chouette, mais c'est vrai. Mais le jeu de mots était tellement bon que je suis Oui. resté là-dessus. En effet. On va prendre les questions sur le chat très vite. Avant, est-ce qu'on part du principe que tout le monde connaît les Chevaliers du Zodiaque ou est-ce qu'il faut pitcher les Chevaliers du Zodiaque? Je pense que Il faut que tu pitches Nicolas. faut que je pitch les Chevaliers C'est du toi qui Zodiaque. avais les figurines quand tu étais petit. Alors pas beaucoup, hein, parce que ça coûtait un peu cher à l'époque quand même. Ça coûtait 120 francs. Voilà, c'était pas. Ouais, mais peut-être que les moins de 20 ans se rappellent pas de ça, évidemment. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est quoi? Eh bien, c'est un manga qui a été créé par Masami Kurumada, et il y a eu vite une anime. À partir de quoi? De 1987, je crois. Non, 86. octobre. 86, autant pour moi. Et c'est l'histoire de jeunes orphelins qui ont une cosmo-énergie, qui ont été entraînés chacun dans un endroit un peu différent de la planète, sous la tutelle d'un maître, et qui protègent une jeune femme qui s'appelle Saori, qui se trouve être la réincarnation d'Athéna. Et cette réincarnation a évidemment des ennemis. Plusieurs, le grand Pop d'ailleurs, dans la première saison, dans la saga Sanctuaire, et ils vont devoir affronter tout un tas d'ennemis. Eux, c'est des chevaliers de bronze, donc c'est un peu le bas de l'échelle, entre guillemets, en termes des combattants des chevaliers zodiaques, et vont d'abord affronter les chevaliers d'argent, puis les chevaliers d'or, et ainsi de suite. Après les différentes sagas, puisqu'après il y a une autre saga qui s'appelle Asgard, mais qui a été faite que pour l'anime, qui a été pensée directement pour l'anime en fait, pour faire patienter, je crois, les fans en attendant la saga Poséidon. Et puis après, un petit peu plus récemment, mais très longtemps après, je crois, ouais, dans les années 2000, donc presque 20 ans après la création, on a eu la saga Hades, qui était une bonne saga, je trouve quand même. Ça faisait bien plaisir cette saga. Alors, Surtout le Chevalier de la Balance, enfin, ça on- c'est pour les connaisseurs. On reçoit déjà des commentaires des internautes. Et il y a Ah. notamment Socia Allergie qui est très Salut, contente. Socia. Salut. Très contente que les animés et les mangas ne soient plus considérés comme de la sous-culture. Mm. Et oui, enfin, c'est de la vraie culture. Ah oui, c'est de la Avec vraie un culture. grand Dans C. les années 90, Sanseiya était vraiment très mal considéré, Oui. avec Dragon Ball, avec d'autres choses, par Télérama, par d'autres journalistes, et c'était vraiment quelque Et chose des hommes dont politiques. on avait tellement honte, voilà, de dire ah j'aime Sanseiya, et c'était une honte absolue d'aimer la Japanime dans les années 90. Alors, il y a aussi Mog 76 400 qui aimerait, Jérôme, que tu refasses un tirage des cartes postales de chevalier comme tu le faisais au début des années 2000. Mais avant de revenir là-dessus, tu vas peut-être nous expliquer pourquoi tu es là, quel est le projet sur lequel tu travailles depuis quand même pas mal de mois, d'années, en rapport avec la licence. Oui, alors écoute, comme beaucoup de gens que tu as décrits dans ta petite présentation, moi je suis un enfant de 75, donc j'ai grandi dans les années 80 avec les dessins animés de ma jeunesse qui étaient les Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, enfin les space opéra un peu dans la lignée de la voie Star Wars ouverte fin des années 70. Et puis sur mon arrivée dans l'adolescence, j'ai, on va dire, continué de grandir avec le Club Dorothée, comme tu le disais, et notamment avec le dessin animé phare du Club Dorothée fin des années 80, qui était les Chevaliers du Zodiaque. C'était vraiment phare parce que je m'en suis pas rendu compte forcément au début quand j'ai découvert le dessin animé. J'ai suivi quasiment depuis le début. Hein. J'étais tombé sur le premier épisode un peu par hasard quand j'avais eu des colonnes grecques, des choses comme ça m'avait rappelé Ulysse 31, alors j'avais jeté un petit coup d'œil. Ouais. Et puis j'avais suivi les Galaxian Wars, j'avais suivi les Chevaliers Noirs. J'étais un petit peu moins assidu pendant les Chevaliers d'Argent, et puis dès que sont arrivés les premiers Chevaliers d'Or avec le grand Pop
qui demande à Milo d'aller taper du chevalier de bronze au Japon. Là, j'ai été totalement fan absolu et je n'ai à ce moment-là plus rien raté de toutes les diffusions et rediffusions qui me permettaient de compléter de quelques petits instants censurés pendant les diffusions du mercredi les épisodes qui étaient diffusés. Voilà, donc c'est comme ça que je suis devenu fan de Senseiya. Je suis devenu fan aussi de Senseiya par rapport à la manière de dessiner ce dessin animé-là, parce que je me suis rendu compte jusqu'à la fin des années 80, je me rendais pas forcément compte que finalement, quand je regardais Goldorak, quand je regardais Lady Oscar, quand je regardais Ulysse 31, en fait, il y avait un code graphique qui était un petit peu similaire. Je m'en étais pas rendu compte, j'étais inconscient de ça. Mais quand j'ai commencé à dessiner, redessiner et refaire ce que je voyais à la télévision en Senseiya, j'ai compris en effet qu'il y avait une touche, une patte graphique derrière qui était un petit peu la même à chaque fois et que j'appréciais inconsciemment. On va peut-être rendre d'ailleurs hommage aux animateurs Voilà, parce que c'était ça, quoi. C'était Shingo Araki surtout c'était cette patte, quoi, non? Tout à fait. Tout à fait, voilà. Le travail de Shingo Araki et de Michi Ueno qui est. Oui. Enfin, ce sont des génies, quoi, hein, pour l'animation, pour les dessins. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont réalisé sur toutes ces séries-là et en particulier sur les Chevaliers du Zodiaque. Et voilà, c'est comme ça que ça m'a appris, si tu veux, à dessiner. En fait, j'ai commencé à comprendre un petit peu les techniques de dessin parce que j'ai jamais pris de cours. Moi, je suis vraiment autodidacte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre les diverses techniques qu'il pouvait y avoir derrière le dessin. Donc, les Chevaliers du Zodiaque, ça a vraiment un double impact pour moi. C'est autant la passion pour l'animé lui-même et le manga après que j'ai découvert de Masami Kurumada dans les années 90, notamment pour découvrir la saga Hades dont tu parlais, qui a mis beaucoup plus de temps que la série originale pour être adaptée en animé. Et aussi par rapport à l'apprentissage du dessin. Voilà, c'est en ça que Senseiya est vraiment très très particulier dans mon cœur et dans ma jeunesse. Là, on parle des autres, mais là, on est là aussi pour parler de toi. Et on a 4 visuels. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'il y a dans le nouvel album, n'hésitez pas à les poser. Jérôme, il peut répondre à 5 questions. Et peut-être quelques-unes en plus. Il peut pas tout nous dévoiler, mais il a des questions très spécifiques sur lesquelles il peut répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser, parce qu'il a plein de choses à nous dire. On en profite pour souhaiter Enkil qui nous dit qu'il a découvert les Chevaliers du Zodiaque, les CDZ, à leur sortie en France au CM2. Il avait 10 ans. Bah oui, on est nombreux à avoir le même parcours, je crois. C'était un peu en plus. Ouais. Oui. Shen, je m'adresse à toi parce que c'était un petit peu novateur quand même, les Chevaliers du Zodiaque, et avant les Chevaliers du Zodiaque, les premières créations de Kurumada, je crois, le Ring ni Kakero, ouais, c'était ça. Ring ni Kakero, tout à fait, oui. Et ça avait un peu bouleversé les codes, non? Ça avait bouleversé les codes parce que c'est vrai que nous, non pas du tout, au Japon, il y avait Ashitanojo, il y avait d'autres mangas de boxe, mais c'est vrai que quand on regarde bien, Ring ni Kakero, et surtout par rapport à Ashitanojo, c'est vrai que c'est une sorte de dérivé, mais avec des pouvoirs extraordinaires qu'on retrouvera dans Senseiya. Ouais. Par exemple, le Galaxian Explosion, c'est pas une attaque de ce qui est né de Senseiya. La meilleure technique de saga vient de Ring ni Kakero, par exemple. Et Ring ni Kakero, c'est un manga, effectivement, que Masami Kurumada avait mis en relief avec son assistant Jun Tomizawa, et c'est vrai que c'est un manga, le premier best-seller de Masami Kurumada. Il a longtemps été plus célèbre, j'ai envie de dire, sur Ring ni Kakero dans les années 80. Et puis quand Senseiya est arrivé, effectivement, là, il a tout cassé. Mais Senseiya a été quand même fait, pas par accident, mais parce que, on va dire, en fait... Après une traversée du désert, quoi. Oui, parce que disons que son manga Otokozaka n'avait pas du tout marché. Et il a été tellement humilié, et surtout les gens de la Shueisha disaient écoutez, monsieur Masami Kurumada, vous n'êtes plus du tout bankable. Alors qu'il avait ramené des millions à l'époque. Il y avait le livre là de Kurokawa qui était sorti là en France avec l'ancien éditeur de Weekly Shonen Jump. Ce livre, je vous le conseille vraiment, il est vraiment passionnant. Et c'est vrai que on s'est toujours posé la question pourquoi il faisait des schémas d'armure dans Masami Kurumada à la fin de cet homme. Pourquoi on pouvait se dire tiens, il donne de la crédibilité, c'est intéressant. Mais en réalité, il a fait ça parce qu'il a anticipé le fait que son manga puisse à un jour être adapté et en faire des figurines. Les schémas d'armure ont été créés pour ça, et c'est vrai qu'il y avait toute une raison. Il était déjà dans une démarche de média mix, en fait, quoi. Enfin, un peu comme Lucas, en fait, comme George Lucas, quoi. Il avait déjà pensé à ses jouets, quoi.
Exactement. Il a fait une démarche commerciale. Qu'est-ce qui marche pas là-dessus? Et surtout, la Bandai a repéré très vite le manga Saint Seiya. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut lire des fois des interviews des ingénieurs de Bandai qui faisaient donc les jouets vintage, là, les Cycloss, bon, les Saint Claus série, le nom de cette gamme. Et c'est vrai que c'est très intéressant, là, comment ils ont commencé, les armures, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les mêmes que celles du manga, ou est-ce qu'on en fait de nouvelles? Et après, évidemment, Masami Kurumada est arrivé de manière fort logique parce que Shin-Goraki, pardon, parce que Shin-Goraki avait un style de dessin qui ressemblait beaucoup à celui de Masami Kurumada. C'est vrai. Et alors, on va dévoiler peut-être le premier extrait, puisqu'en fait, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Et ça tombe bien, vous êtes très fort. En fait, c'est les questions auxquelles Jérôme peut répondre. Donc, bravo à vous. On va prendre tout de suite, puisque ça revient dans deux questions. Les questions de Socia allergique et de Ellie hypnotiseur. On est d'abord Donc- à Athéna. Donc, non. Non, ok. Non. Autant Oh là là, pour- qu'est-ce que oh là tu là, fais oh là là, pardon. C'est Jérôme qui nous dira quel visuel montrer. Ah, C'est lui le maître de l'Olympe. Ah ben, on va prendre le premier alors. Première question. Celui qui Voilà. avait été dévoilé, Oui, le sur premier. TV. Alors, la question Celui-ci. c'est Ellie hypnotiseur et social allergique. Ça se situe où dans l'histoire? Ah oui, excellente question. Ça se situe dans l'histoire et surtout, voilà, par rapport à quel arc ça se situe, voilà, est-ce que c'est un remake, est-ce que c'est un spin-off, est-ce que c'est une aventure inédite avec de nouveaux personnages, oui, est-ce qu'il y aura des personnages qu'on connaît, voilà. Éclaire-nous. Alors, c'est beaucoup posé cette question-là, de savoir si on faisait une préquelle, une séquelle, etc. Et puis, on va faire quelque chose d'assez novateur, qui ne s'est pas trop fait jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez cette image-là, ça a assez fait parler un petit peu quand elle a été diffusée pour la première fois à Click TV. Ce qu'on remarque très vite, c'est les armures, en fait. Hein. Les armures ne ressemblent pas tout à fait aux jouets, puisque tu parlais des jouets il y a quelques secondes, aux jouets que nous avions, ni même aux dessins animés qu'on regardait, du moins la première partie, parce que les armures que vous voyez là sont en réalité les V1. Alors, je les appelle V1, je ne sais pas le terme, Olivier, c'est Early Close. Les Early Close, effectivement. Mais Early au Japon, Close. elles n'avaient pas de nom, ces armures-là. Elles ont été nommées il n'y a pas longtemps à Early Close. D'accord. Mais c'était celle de l'arc Asgard en fait, et de Poséidon. Enfin, un Ce sont peu. les armures qu'ils ont en fait dans le manga pendant la première partie du sanctuaire en fait. Hein. Ah ok. C'est le sanctuaire. Mhm. Donc c'est vrai qu'en voyant ces images-là, et plus particulièrement Seiya et Shiryu, je dis Seiya, excusez-moi, hein, parce que j'ai l'habitude de la version française. Moi aussi. Du coup, je vais me corriger, n'hésitez pas à le faire. Donc Seiya et Shiryu, ils ont en effet leur V1 du manga, puis c'est la V1 en plus vraiment du tout début du manga, celui de la Galaxian Wars. Alors, Ouais, c'est ce que disent les internautes. Nika Manga 95, c'est les armures manga, Enkill, armure mélange manga V1 Lost Canvas, Prime Gaming Darf 2602, les armures sont un mix de celles du début, Sanctuaire et d'Asgard. Alors vraiment, celles-là ont été faites et travaillées et validées en termes de design évidemment par Masami Kurumada. Je fais juste cette parenthèse-là et puis après j'y reviendrai pas, mais sachez que tout ce projet-là, c'est un projet qui est vraiment réalisé en collaboration avec le Japon, avec plusieurs personnes. Évidemment, Masami Kurumada qui vérifie tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on présente en storyboard, tous les designs de personnages, et je reviendrai après là-dessus, et bien sûr les planches finales. Donc rien de ce que vous allez pouvoir voir aujourd'hui, et puis rien de ce que vous aurez entre les mains, n'est pas passé, je tiens vraiment à le préciser, entre les mains de Masami Kurumada, qui l'a validé après parfois des discussions pour tendre vers quelque chose qui le satisfasse lui autant que nous. Et je l'en remercie justement de cette collaboration, parce que c'est formidable d'avoir la possibilité de collaborer comme ça avec le maître. Et on mentionne que tu... On mentionne voilà. Et en plus de Masami Kurumada, on a aussi à nos côtés l'éditeur de Kurumada au Japon, qui est Akita Shoten, et son directeur de collection, Monsieur Kobayashi, qui lui aussi est un très très grand fan en plus de l'univers de Saint Seiya. On avait déjà collaboré ensemble pour, voilà, comme ça j'en profite pour le montrer. Albator. Ah oui. Voilà, hop, l'album d'Albator, Mémoire de l'Arcadia, c'est déjà avec... Chez Kana Classique. Qu'on travaillait, exactement. Et d'ailleurs, Jérôme, là-dessus, il y a une question de Mog 76400 qui te dit: Jérôme, est-ce qu'il est plus facile de travailler avec Maître Kurumada ou avec Maître Matsumoto, Leiji Matsumoto, le créateur de Albator?
Voilà, je vais pas commencer à rentrer dans des comparaisons, mais je vais juste répondre quand même à la question parce elle est fort sympa cette question. Avec Joker. Leiji Matsumoto, ça a été ma première collaboration franco-japonaise. Donc on avait peut-être tout approuvé à ce moment-là. On venait taper à la porte de ce géant du manga qui a une carrière incroyable derrière lui, qui a 60 ans de carrière et sinon plus. Et il fallait qu'on montre à quel point on était passionné en tant qu'artiste, en tant qu'éditeur aussi, éditeur Kana, je parle, passionné de son œuvre et qu'on avait comme seul et unique objectif que de la mettre en avant et de la faire briller encore davantage. Et je reconnais que c'était un sujet de stress pour nous. Quand on a commencé à recevoir les premiers retours du Japon, on a été très très rassurés de voir que Maître Matsumoto avait parfaitement compris notre démarche et nous remercier pour toute la passion et tout le perfectionnisme qu'on mettait au quotidien dans chacune des livraisons, que ce soit les planches, les storyboards, les créations de perso et tout. Et ça a été vraiment un œil bienveillant tout au long du projet. Pour parler maintenant de Masami Kurumada, on en est fatalement quasiment qu'au début de cette collaboration-là. Elle se passe merveilleusement bien aussi. On a de longues discussions concernant... On parlait des armures. Typiquement, on va en reparler dans quelques secondes, mais ça fait partie des choses sur lesquelles la pré-production a mis l'accent, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, et quelle était la ligne directrice que Maître Kurumada avait choisie pour ce projet. Et ça se passe vraiment très très bien, que ce soit avec Maître Kurumada ou Monsieur Kobayashi d'Akita Shoten. Les retours sont vraiment super, quoi. Et en 2 mots, Jérôme, c'est une question de Jack Black. Est-ce que Bandai et Toei ont validé aussi la BD? Pas à ma connaissance, non. Ils sont pas dans la boucle. Alors, tu reçois beaucoup de messages de fans, de gens qui apprécient énormément ton travail. Il y a aussi des messages pour la chaîne Nébulaire. Il y a Guy Polaire qui demande à ce qu'on lui rende la chaîne Nébulaire. Il y a aussi Lucie Roll qui dit: quelle beauté cette trilogie d'Albatar, j'attends pas moins de Senseiya revu par Jérôme. Il y a beaucoup de gens qui ont très très hâte de voir cette nouvelle série, et donc c'est une autre question qui revient souvent. Elle sera en combien de tomes? Parce qu'il y avait 3 tomes d'Albator. Est-ce qu'il y a aussi 3 tomes de prévus pour ce Senseiya revisité par toi? Alors c'est vrai que... Et quel visuel on peut montrer pour répondre à cette question? Pardon? Et quel visuel on peut montrer pour répondre à cette question? Alors, on va rester sur le premier. Tiens, on va rester sur le premier parce qu'il a parlé de lui en voyant les 4 personnages principaux et j'ai vu beaucoup de petites réactions sur Internet. Alors si je mets un peu à part Athéna qui n'est pas un chevalier du coup. À la fin, elle a une armure. C'est chouette, mais il en manque un peu un, quoi. Oui, effectivement, et pas des moindres. Mon préféré. Donc du coup, on va pouvoir basculer vers voilà. Si tu veux bien, voilà. Où il est tout seul. Rassurez-vous. Celle-ci. Celle-ci, et puis on verra la version un peu plus grande. Super. Après, mais restez sur celle-là. Donc oui, je vous rassure, ils sont bien 5, les saints d'Athéna, enfin les principaux. Et voici donc Ikki, le chevalier phénix. Exactement. Ikki sera bien présent dans les albums. Et alors ça va être du coup de l'info. Et pour répondre à ta question, ce sera pas un one shot un peu épais comme par exemple Kana sait le faire et le prépare pour Goldorak en fin d'année, mais ce seront en effet plusieurs tomes et on peut aujourd'hui vous donner le nombre exact. Il y en aura 5. Alors ce nombre il n'est pas choisi par hasard, vous vous en doutez bien. C'est le nombre évidemment de chevaliers d'Athéna principaux que l'on aime suivre et que sont Seiya, Shiryu, Yoga, Shun et Ikki. De là à vous dire que ça va être une Seiya story, une Shun story ou une Dragon story, on n'en est pas là. Évidemment, tous les personnages seront présents sur chacun des albums, mais l'idée est peut-être de mettre un petit coup de projecteur de plus sur un des personnages par album. Le premier album, et c'est pour ça que cette image apparaît, sera plus particulièrement sur Ikki du Phénix. Yes. C'est vrai que j'aurais dû appeler ça Saint Ikki finalement, mais il y a Mog. Il y a Fanaraki78 qui nous demande qui c'est le personnage en arrière-plan. Voilà, donc ça typiquement ça fait partie des choses.
Sur le coup, Ok. en voyant l'illustration, j'ai pensé à un clin d'œil à l'animé. Dans l'animé, tu voyais Son maître. le Bouddha de la colère. Tu voyais le Ah Bouddha oui. de la colère la première fois où tu voyais Iki apparaître. Hmm. J'ai pensé que c'était une référence à ça, mais j'ai pas osé poser la question. Il y a Eh bien, alors, Kalitani ça, je peux dit. te répondre, Olivier. Je peux te répondre. Je peux pas dire qui c'est, mais ça n'est pas le Bouddha de la colère. Il y a pas de souci. Mais il y a Cathy, excusez-moi, pardon. Kalitani, excuse-moi. Kalitani dit, est-ce que c'est Iki possédé? Est-ce que Iki est possédé? Aïe. Qui est possédé? Bon alors, Est-ce next. que le personnage qui est derrière possède Ouais. qui à ce moment-là de cette scène-là? Voilà. Non, la réponse c'est non. D'accord. C'est non, mais ça pourrait. Il y a un petit peu d'idée quand même, voilà. Toujours Bon, aussi déterminé en tout cas le Iki là, ça se voit. Hein. Oui. Ouais. Ouais. C'est devait On être un reparlera personnage de de- Guilty. Un petit peu plus tard, tu feras Ouais. sa version longue, ouais. Mais c'est vrai que Eshen va peut-être le confirmer. Je veux dire, il y a une Bible dans les Chevaliers Zodiac dont on ne peut pas s'affranchir parce que tous les personnages sont extrêmement caractérisés et c'est ce qui fait la force de ce dessin animé qui était extrêmement romantique. Enfin, dans le sens très noble de la chose, il y avait de la musique incroyable, on était bouleversés. Moi, ça m'est arrivé de pleurer, hein, notamment quand Shiryu se sacrifie, Ah, mais le y a combat pas de contre honte, le Capri. Ah, mais non, mais je l'assume. Mais le combat contre le Capricorne me laisse encore un souvenir éternel. Et puis voilà, parce que cette musique était folle aussi. Du coup, j'imagine, Jérôme, on va vraiment retrouver nos personnages, quoi. C'est-à-dire que vous avez gardé évidemment les caractéristiques principales de chacun, quoi. Alors oui, pour ceux qui ont lu un petit peu la BD que j'ai faite sur Albator il y a quelques mois avec Kana, l'idée qui était totalement assumée et pas du tout cachée, c'était de faire vivre aux gens qui avaient connu le dessin animé quand ils étaient enfants. Pour Albator, je parle en l'occurrence, pour Albator 118, parce que c'est celui-là dont les BD sont tirés. Essayer de faire retrouver un petit peu la Madeleine de Proust, la tartine de Nutella qu'on avait quand on regardait la télévision. Et ça avait dirigé notamment plusieurs choix, y compris des choix artistiques, qui étaient par exemple de faire de cette collection classique un album grand format et non pas manga noir et blanc, papier, petit format, mais quelque chose de grand format en couleur parce que ça rappelle automatiquement le souvenir qu'on avait derrière une télévision et où on découvrait finalement l'animé avant même de connaître le manga, parce qu'à cette époque, dans les années 80, on ne savait pas ce qu'était le manga. Enfin, très peu de monde savait ce Rare, qu'était. ouais. Et pour Senseiya, pour les Chevaliers du Zodiaque, du coup, c'est un peu pareil. Je voudrais que... Enfin, j'essaye en tout cas de faire comme ça au niveau visuel, et on essaye d'un point de vue scénaristique. Je ne l'ai pas précisé, on est à deux sur le scénar avec mon ami Arnaud Dolène, que je salue comme ça, rapidement. Et l'objectif, c'est vraiment de faire revivre les émotions qu'on pouvait ressentir derrière notre télé dans les années 80-90, quoi. Après, on a j'allais dire la contrainte. On a le cadre, si tu veux, qui est le cadre du manga, puisqu'on a les droits d'adaptation de la version manga de Senseiya, qui est, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, un petit peu différente de la version animée, qui, elle, appartient à Toei, et je pense que Bandai aussi y intervient. Donc nous, on travaille sur la base du manga, et en même temps, le format qu'on a choisi pour travailler sur ce projet-là, c'est un format franco-belge qui est haut en couleurs, qui va rappeler les couleurs, peut-être pas celles de l'animé, mais celles du manga, même s'il était en noir et blanc, les couvertures montraient quelles étaient les couleurs des armures, entre autres. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire vraiment revivre et qu'on ait l'impression d'entendre Éric Legrand, Serge Bourrier, Henri Gianni qui parlent comme ça pendant que vous lisez l'album et qu'on entend en fond dans notre tête les musiques de Seiji Yokoyama et qu'on se retrouve un petit peu dans les années 80. Donc non, ça n'est pas du tout un spin-off totalement dérivé avec des personnages qu'on ne connaît pas encore et puis juste un petit caméo et un petit clin d'œil aux 5 héros classiques. Non, on est parfaitement dans la continuité. C'est pas le bon terme, vous comprenez. Pas dans la continuité, mais dans l'environnement, dans l'ambiance générale du manga de Masami Kurumada, avec les personnages, les héros que l'on connaît, que l'on aime, que l'on apprécie de revoir, même en caméo dans d'autres séries que peut-être on aime parfois moins. Et
et vraiment ressentir voilà, toute cette passion qui nous animait dans les années 80-90. Et j'espère pouvoir ouvrir aussi avec ces albums-là, comme on l'a fait sur Albator, pour des plus jeunes qui connaissent peut-être un petit peu moins bien l'univers de Senseiya, pouvoir créer une porte d'entrée pour aller découvrir le monde extrêmement riche que Masami Kurumada a créé, et derrière les autres spin-offs, etc. Donc c'est pas tout à fait ni un remake, parce qu'on va pas raconter la même chose que ce que Masami Kurumada a raconté, d'abord parce qu'on saurait pas le faire aussi bien que lui, et puis ça n'a pas grand intérêt non plus. Par contre, on va être totalement inclus dans l'œuvre de Masami Kurumada. Il vérifie d'ailleurs chaque élément pour que ce soit parfaitement inclus, et on va essayer. Bien essayer, avec toute la passion qui est la nôtre, et puis le sérieux et la validation du maître, essayer de donner un coup de projecteur à quelques petites choses que Masami Kurumada n'avait pas forcément développées ou avait laissé en suspens dans son manga, pour rajouter des petites infos. On a hâte. Il y a beaucoup de demandes dans le chat. Il y a Tatane Live, salut à toi, qui dit « Je veux mon chapitre 2 sur Shiryu ». Donc tu as déjà des pistes? Je peux pas vous dire quel sera l'ordre des albums, et puis je reconnais qu'au départ on discutait un petit peu de ça en interne dans notre pré-production, le tome d'un tel, le tome d'un tel, etc. En fait, on se rend compte avec le temps que même s'il y a un coup de projecteur sur un des chevaliers, les 5 interviennent quand même dans chaque album. Donc, je peux pas vous dire quel sera le personnage clé du chapitre 2. Ok. Je vous ai déjà donné celui du tome 1, c'était... Je suis pas certain que j'ai le droit de le... En tout cas, Jérôme, je tiens à te le dire, il y a beaucoup de gens dans le chat qui sont fans et vraiment très touchés par ton travail. Il y a tout à l'heure Shadow Party qui a dit « Bonjour, je voulais féliciter Jérôme, j'ai 16 ans, je suis passionné par Senseiya, les designs, et le travail de Jérôme m'inspire beaucoup, bravo à lui. » Et à l'instant, on a eu un autre message aussi de Akira Abara qui dit « C'est extra que Jérôme soit aux commandes de cette suite de Senseiya, lui le grand fan qui était à l'origine du Hades trailer. » Ouais, alors c'est vrai que on est plusieurs de cette génération-là à avoir la chance d'aujourd'hui pouvoir travailler avec des maîtres de l'animation qui nous ont donné notre passion. Je le dirai toujours, j'ai beau avoir publié Albator, Mémoire de l'Arcadia, j'ai beau avoir fait plein de projets autres que la BD de manière officielle, des DVD, des dessins pour des statues, etc. etc. J'ai toujours la casquette du fan, en fait. Et je pense quand j'aurai 90 ans, je l'aurai toujours, je pense. Enfin, si j'arrive jusque-là, je pense que je l'aurai toujours. Et je sais d'où je viens. Je viens d'être assis sur un canapé en train de me régaler à regarder le Club Dorothée et à acheter le Dorothée Magazine, ne serait-ce que pour avoir les petites BD des personnages que j'aimais regarder à la télé. J'aimais les faire vivre d'une semaine à une autre. J'aimais bouger dans mon salon pour imaginer ce qui allait se passer dans l'épisode suivant. Je le fais encore aujourd'hui, on me prend pour un fou à la maison. Sur mon storyboard, je fais des gestes et tout, machin, pour essayer de trouver la bonne position, etc. Mais en fait, je serai comme ça jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Et en tant que fan, je continuerai à mettre toute cette passion. Alors, peut-être que ce qu'on va créer, ce ne sera pas exactement ce que telle ou telle femme aurait souhaité voir dans l'album, aurait souhaité voir développer, etc. Mais c'est vraiment fait avec toute la passion qui est la nôtre. Et je suis vraiment heureux que plusieurs personnes de notre génération, j'ai cette chance-là, mais je ne suis pas le seul, il y en a plein d'autres, puissent comme ça avoir la possibilité de rapporter à leur tour leur pierre à un édifice qui a évidemment pas besoin de nous pour exister. Mais quand même, parce que tu vois, là, il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent quand même le bonjour à la chaîne Nébulaire pour le taf énorme que tu fais sur Senseiya. Pareil pour toi, les gens sont quand même très reconnaissants de ce que vous faites. Et d'ailleurs, Olivier, là, on a vu 2 visuels, on va encore en dévoiler 2 autres. C'est quoi ta réaction là à chaud sur ce que tu es en train de découvrir? Parce que là, le visuel, il est assez fou. Ma réaction, ce qui est très intéressante, c'est que quand on regarde par exemple Lost Canvas, ils n'ont pas repris les clauses, ce qu'on appelle les early clauses, les V1 par exemple. Teshirogi, elle a fait un mix entre la version animée et la version manga. Okada d'épisode G, je crois qu'aussi il a fait des mix. Et là, c'est très intéressant parce que c'est vrai que voir les early clauses, les premières armures du manga en couleur, dessiné ainsi, le dessin est assez beau en plus, donc c'est vrai que c'est assez... On a envie d'en savoir plus parce que ce sont des styles d'armure
qu'on ne voit pas souvent illustré en fait ni par les fans ni par les autres artistes du manga, si ce n'est par quelques illustrations obscures de Shingo Araki où il les avait dessinées ainsi. Mais c'est vrai que déjà moi je suis plutôt content parce que moi j'aime bien en plus les premières armures du manga, donc voir ces visuels là de manière totalement inédite, oui, ça donne réellement envie d'en savoir plus. Ah. Alors il y a une question qui revient très très souvent aussi, c'est cette histoire. Tu as dit qu'il y avait 5 tomes. Et les gens veulent vraiment savoir. Et par exemple, il y a Vanessa Hervago, mais il y en avait d'autres tout à l'heure. Il y a aussi Divino Sword. Les gens demandent les 5 tomes, ils forment une histoire complète ou c'est un tome, un zoom sur un chevalier? Ou est-ce que tu peux pas le dire? Non, ça je peux vous répondre. Hein. C'est pas du tout un zoom sur un chevalier. Alors, pour chacun des tomes, il y aura un chevalier qui sortira un tout petit peu plus du lot par rapport aux autres. Et donc, je vous l'ai dit, pour le tome 1, ce sera. Plus particulièrement Iki, mais tous sont présents et ça forme une histoire en effet qui s'étale sur les 5 tomes. C'est pas des one-shots comme pour faire une comparaison comme un Lost Canvas Chronicles par exemple. Les Chronicles, oui, je pense à ça. C'est pas ça, hein. C'est vraiment une histoire qui a un début au début du premier tome et qui se termine à la fin du 5e avec les 5 chevaliers de bronze présents. Ok. T'en as pour combien de temps pour faire ça? Ça va te prendre combien de temps pour faire ces 5 tomes? Combien de temps ça va te prendre pour faire les 5 tomes? Je sais pas si j'arriverai à tenir la cadence que j'avais sur Albator, qui était d'un album tous les 9 mois en termes de production. Parce que je me rends compte, en fait, en travaillant sur Senseiya, que ça prend plus de temps au niveau de la colo. Parce que tout ce qui est... La couleur, tu veux dire? Oui, pardon, je dis la colorisation, oui, la couleur. Notamment pour tout ce qui est effet un petit peu d'aura, de choses comme ça, et puis les effets aussi de brillance, les reflets sur les armures, ça prend, c'est assez chronophage, donc du coup je mets plus de temps que pour coloriser. Pour le dessin ça change rien, mais pour la couleur ça met plus de temps. Donc il y a un rapport, je pense qu'on va essayer d'avoir une cadence allez, un album par an, ça c'est sûr. Okay. Et alors, on va peut-être jouer un petit peu la montre au début. C'est-à-dire? On en a discuté un petit peu avec Kana pour une sortie du premier tome pour très certainement juillet 2022 pour la Japan Expo, grand festival d'animé et de manga à Paris, avec une sortie donc pour juillet 2022 du premier tome, et ça m'aura permis moi de mon côté d'avoir pu avancer assez en termes de dessin et de couleur, et avec Arnaud sur le scénar, sur le tome 2 qui devrait sortir, enfin on espère, hein, c'est une vue comme ça, mais c'est évidemment à confirmer, et voilà, vous prenez pas ça comme étant une vérité absolue. Okay. On aimerait bien essayer de sortir le deuxième tome avant la fin 2022. Ah bah nous aussi. On a une petite question, une petite boutade avant de passer à un autre truc qui est hyper important. C'est une boutade, je sais pas, en fait ça m'intrigue. Mog 76400 qui nous dit Jérôme, ça s'adresse aussi à Chan. Maintenant que tu es dans le secret du maître, sais-tu le secret des 4 armures manquantes? Mais alors là, ma mémoire me fait... Mais la mémoire me fait défaut là. C'est quoi l'histoire des 4 armures manquantes? En fait, les 4 armures manquantes, c'est dans les grandes chroniques des guerres saintes. C'est un ouvrage qui a été paru en pleine bataille de Poséidon lorsque le manga paraissait. Le chapitre Poséidon manga. Ils ont sorti donc cet article. La Shueisha a sorti cet article. Et effectivement, il faisait un récapitulatif des armures. Alors, il y a combien d'armures de bronze, il y a combien d'armures de silver, il y en a d'or. Et à la fin, il restait 4 clauses inconnues. Et ces 4 clauses inconnues, on nous disait, ça a longtemps été teasé par la Shueisha. Il y a eu énormément, le databook, le Taizen, et même le Senseiya Chronicle, un autre book qui a été sorti plus récemment. Ils revenaient dessus. Et c'est une question auquel nos amis les Brésiliens, les Espagnols, ils adorent cette question. Elle est très intéressante. Et elle est très croustillante et tout. Et quand le 3e film est sorti, donc le film Abel est sorti, l'un des producteurs de Senseiya a fait tiens, au fait il y a les Corona Saintes, il y a la constellation du Lynx, de la Carène et de Bérénice. Tiens, peut-être que ça serait les 3 clauses inconnues. La Toei adore teaser sur ça. Et je pense pas que personne n'a la réponse. Voilà, c'était la petite histoire. Ok. Merci, super. Pour revenir à l'édition de ton manga, de ta BD, Jérôme, plusieurs questions qui reviennent aussi. Kissa 35 000, une question qu'il ou elle pose.
Est-ce qu'il y aura une édition collector comme Albator? Et autre question, est-ce que tu peux peut-être répondre en même temps pour qu'on dévoile après un autre visuel, qui est est-ce que la BD va être traduite dans d'autres langues, notamment le japonais? Et est-ce que ça peut donner lieu à une adaptation en animé si c'est un énorme carton? Ça fait plein de questions. Ouais, ça fait plein de questions. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. D'abord parce que je sais pas certaines réponses. La première, c'était, tu m'as dit... est-ce qu'il y aura une édition collector comme Albator? Collector. A priori, oui. A priori, on devrait le faire. On est en train de discuter sur son contenu, donc c'est vraiment très tôt pour en parler là tout de suite. On est en train de réfléchir au contenu d'un éventuel collector pour qu'il soit un petit peu différent que celui qu'on avait fait pour le collector d'Albator, où on avait rajouté à l'intérieur quelques visuels inédits et puis des crayonnés ou un peu de storyboard, des choses comme ça. Là, on voudrait qu'il y ait un... Encore une fois, ce que je dis là, c'est en réflexion. Hein. Donc voilà, ne le prenez pas brut de fonderie, mais on est en train de réfléchir peut-être à l'idée que les collectors aient quelque chose en plus, mais directement concernant la BD. Un peu comme, allez, si je devais faire une comparaison, ce serait un peu comme une scène ajoutée dans les DVD d'Hadès, quoi, vous voyez? Okay. Vous avez la diffusion télé, et puis quand vous achetez les DVD, vous avez une ou deux scènes en plus. Alors, je suis pas en train de dire qu'il va y avoir... Anecdote de connaisseur. Bien joué. En effet. Mais c'est peut-être ça, quoi. C'est peut-être de rajouter des informations qui sont peut-être un petit peu liées vraiment aux purs fans qui veulent aller un petit peu plus loin. Et notamment les petites discussions un petit peu précises sur des points extrêmement précis, des petits détails. Tu posais la question par rapport aux 4 armures inconnues, etc. On a ce genre de discussion avec avec Masami Kurumada, et du coup ça peut être intéressant de faire remonter les infos que Maître Kurumada nous donne au travers de ces petits trucs collector, mais qui n'empêchent absolument pas la bonne lecture de l'album en version entre guillemets classique. Donc, voilà, on réfléchit à ça, c'est des pistes pour le moment, c'est des pistes de réflexion. Et est-ce que tu... oui, il devrait y avoir un collector, et puis on discute pour savoir si on pourra éventuellement aussi faire un collector par album, parce que c'est vrai que sur album, on n'avait eu que sur le premier, et selon ce que les Japonais, qui sont vraiment décisionnaires, nous on nous propose, et ils disposent, et par rapport à ce qu'on proposerait, on aurait la possibilité en effet de faire ça pour chaque album. Mais encore faut-il voir si c'est faisable, possible, intéressant. Voilà. On a toujours plein d'idées, mais après il faut voir. Et est-ce que tu vendras les... Et après, tu m'avais demandé... Est-ce qu'il y aura une traduction et est-ce que c'est envisageable qu'il y ait une adaptation sous forme série animée au Japon, j'imagine? Ça, évidemment, j'en ai aucune idée. C'est pas de mon ressort. Je signe tout de suite. Hein, vous me donnez le bout de papier, pas de problème. J'en serais ravi. Pour les versions étrangères, là encore, je peux pas répondre. C'est une question qu'il faudrait poser à l'éditeur. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Senseiya est internationalement connu. On a la chance, toujours pour Albator, pour la même collection, de travailler avec des éditions italiennes, des éditions espagnoles, des éditions plus récemment, américaines, et évidemment la version japonaise qui était disponible au moment de la sortie des albums papier en France sur le Manga Cross, donc la plateforme de téléchargement des mangas de l'éditeur japonais qui est avec nous, qui est Akita Shoten. Donc je ne sais pas s'il est prévu exactement le même type d'ouverture à l'étranger que ce qu'on a fait sur Albator. Je pense que oui. Ok. On va peut-être le retourner, messieurs, on va faire un autre visuel. Il y avait une question quand même sur les... Est-ce que tu allais vendre des planches Oui, ça revient souvent. Est-ce que tu vas vendre des planches de Senseiya, ton album, comme tu avais fait pour Albator? Pour Albator, ouais. Il y aura en effet des expos qui seront mises en place. Alors c'est vraiment trop tôt pour en parler aujourd'hui. Okay. Et ça ne sera de toute façon pas avant 2022, voire plus tard. Mais oui, j'aime, si tu veux, pouvoir partager la totalité des coulisses. Et j'aime bien, sur Albator, j'ai vraiment beaucoup aimé faire des originaux et pouvoir les exposer en galerie, sur les festivals, etc. Parce que quand tu as la relation visuelle et quasi physique avec un original, ça prend une ampleur. Enfin, l'œuvre que tu connaissais
en impression, à la télévision, etc., ça prend tout de suite une ampleur encore plus grande. Je ne sais pas si Olivier pourrait me le confirmer, mais quand j'ai eu la chance de voir des œuvres d'Araki en direct lors de la première fois qu'il est venu à Toulon en 2015, ça a créé, si tu veux, chez moi un paroxysme de la passion que je pouvais avoir pour cet auteur-là, enfin, Bien sûr. designer, cet animateur. Donc le contact avec les originaux, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à avoir avec d'autres auteurs, et je me dis fatalement que pour les gens qui aiment, si je leur en montre, si je leur en propose, si je leur permets comme ça d'avoir ce contact-là, c'est tout bénéfique pour la passion, quoi. Et alors Donc oui. Jérôme, c'est pas quand. Okay. Jérôme, tu parles d'originaux, de toucher le papier, etc. Mais là, on peut l'annoncer maintenant. À la fin, tu vas dessiner un personnage de Senseiya sur du papier avec un crayon, en direct. Donc tu nous montreras comment tu dessines, quelles sont tes méthodes de travail. Et surtout, on va faire gagner le dessin. Et voilà. Et alors, le dessin, pour le gagner, ce sera très simple. On vous posera une question à la toute fin. Et ce sera la première personne qui répondra dans le chat qui l'aura. Et donc, il n'y a qu'un dessin. Hein. C'est pas comme la semaine dernière avec Junji Ito où on a donné beaucoup d'affiches. Là, il n'y a qu'un dessin, messieurs, dames. Donc, soyez très très vifs. Comment s'appelle le chevalier du cygne? C'est parti. Donc ce sera dans tout à l'heure, je sais pas, dans 20 minutes à peu près. Mais en tout cas, voilà, restez avec nous. Et puis là, on va montrer un autre visuel. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait, Jérôme? C'est le visuel numéro 3. Que vous avez à l'écran, il y a une question que vous m'avez posée un petit peu tout à l'heure, et puis à force de répondre sur plein de trucs, j'ai pas encore répondu à celle-là. C'est à quel moment ça se passe. C'est la question qui revient tout souvent depuis qu'on a annoncé que exact. était en préparation. C'est vrai que savoir où est-ce que ça se passe et à quel moment dans l'animé. Alors, si tu as cette version-là, la version allongée. Non, c'est pas celui-là. Et oui, bah non. Je la vois pas là, dans les petites vignettes. Je l'ai pas, je crois. C'est pas celui-là? Non, ça. Non, avec Kiki, ouais, un peu plus. Ah, zut. Avec un petit peu plus de choses à côté de lui. Et bah, voilà. Ah, si, en plus, si, j'aimerais bien la retrouver parce qu'il y avait. Alors, attends. Je vais peut-être faire ça. Et voilà. Alors, voilà. Et alors là, on parle des antagonistes, là. Est-ce que ce serait pas des chevaliers d'argent, ça? Alors ça, c'est une page extrêmement intéressante. Tu confirmes, Shen? Là, je reconnais à peu près. Ouais, c'est tous les chevaliers d'argent, en fait. Là, c'est le lézard, me semble-t-il. Les chevaliers d'argent de l'animé, puisqu'il y a beaucoup de chevaliers d'argent de l'animé qui ont été un petit peu ajoutés comme ça. Mais vous avez les 8 qui sont dans le manga envoyé au Japon. Alors, je mets sous silence les 3 qui surveillent ce que fait le lion. Le lion d'or, une fois que les chevaliers d'or sont envoyés aussi pour tuer Seiya et ses amis. Mais voilà, donc ça répond en fait à la question de savoir où est-ce que notre tome 1 se place dans l'œuvre originale de Maître Kurumada. Eh bien, ça se passe juste après les attaques des chevaliers d'argent, au moment où Ikki revient à la vie pour se débarrasser de quelques-uns des chevaliers d'argent qui embêtent Athéna et Seiya qui s'est malheureusement fracassé en voulant la protéger. Et voilà. Et un petit peu avant, justement, que le grand Pop, que vous voyez sur l'image et que vous aurez évidemment noté, ne porte pas de masque, demande bien précise Kurumada qui ne porte pas de masque dans le manga et qui en porte un uniquement dans l'animé. Et comme nous, c'est vrai. Le manga à la lettre, nous ne faisons pas porter au grand Pop de masque. Ce n'est pas le même casque de l'animé. Comment? Ce n'est pas le casque de l'animé. Dans l'animé, il y avait une référence à Mars quand tu voyais le casque du grand Pop. Et là, ce n'est plus. À Mars, le dieu, donc le dieu de la guerre. Et là, effectivement, c'est le casque du manga. Tout à fait. Alors, et ça fait partie des choses dont nous avons grandement discuté en pré-production. Cette image-là existe aussi avec le casque de l'animé, mais ça ne convenait pas. Et du coup, on a fait évoluer les choses pour que cela convienne en premier lieu à Maître Kurumada. Ouais, c'est ce que disait d'ailleurs Mog 76400 qui a l'œil, effectivement, et qui disait qu'il avait l'air d'avoir son casque or et pas le rouge, le Pop. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, les gens sont extrêmement heureux de découvrir ce visuel. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a Majin Regulus, magnifique, cette illustration des Silvers. Il y a Kalitani qui dit il y aura donc les Ors, c'est super, méga contente. Enfin, tout le monde est très heureux, très heureuse de découvrir ce visuel magnifique.
Alors, je lis en même temps que vous, du coup, je vois marqué et juste avant la bataille des 12 maisons. Donc, oui, Ouais. ce tome commence avant l'envoi du Lion d'Or au Japon pour s'attaquer à Seiya. Seiya, pardon. C'est- Alors Donc, moi j'ai une petite... Ah pardon, vas-y. Ouais, vas-y, Vas-y, Sean. vas-y, Olivier, vas-y. Alors moi j'ai une petite question parce que tout à l'heure vous avez parlé des couleurs et justement moi ma grande question parce que quand je vois ces colorisations c'est celle de l'animé mais avec un mix de manga, on l'a bien vu avec le casque du grand pop à l'instant et c'est pareil avec Iki tout à l'heure avec les autres bronzes où c'est en fait les clauses du manga mais avec les couleurs de l'animé. Comment ça s'est fait justement cette histoire de coloration par rapport au parti pris parce que Shun aurait pu être brun comme dans le manga par Oui, exemple. il y avait une question Il y avait une d'ailleurs à ce question propos. là-dessus. Ouais. Ouais. Comment ça Ouais, s'est alors, passé? on a. Pour répondre à cette question-là, il faut dispatcher deux choses. La première, c'est les droits que l'on a d'exploitation de l'œuvre de Masami Kurumada et pas de celle de Toei Animation. Ce qui fait qu'au niveau, ça se traduit au niveau des armures par le fait de respecter. On a mis du temps pour converger vers ça, mais c'est vers ça finalement qu'on a statué. On a admis, on a choisi finalement avec Maître Kurumada de faire en sorte que les armures soient celles du manga en termes de design, même si elles sont dessinées un petit peu comme elles pourraient l'être dans l'animé. Et même en termes de reflets, de choses comme ça, c'est vrai que ça... Et ça, c'est lié au deuxième point qui est important, qui est quel est le public cible en fait d'un album comme celui-là. C'est en effet les fans absolus de Senseiya. Forcément, ils seront intéressés par savoir ce que contient l'album, soit pour l'aimer, soit au contraire pour ne pas l'aimer, mais en tout cas pour avoir un avis de passionné par rapport à son contenu, mais aussi pour le grand public. C'était déjà ce qu'on avait fait sur Albator. Il faut que les gens puissent retrouver un petit peu l'ambiance qu'ils pouvaient avoir en regardant et en découvrant la série Senseiya en France. Et Senseiya en France, on peut dire ce qu'on veut, et on l'a expliqué justement aux équipes d'Akita Shoten, c'est un dessin animé à la base pour nous. Même si au Japon c'était un manga à la base, chez nous c'était un dessin animé à la base. Donc il faut qu'on puisse retrouver quand même un petit peu, alors évidemment pas les codes couleurs des armures, ni le design des armures, qui sont la propriété de Toei et de Bandai, mais au moins en termes de colorisation, en termes d'ambiance générale, on puisse retrouver les ingrédients aussi qui nous ont fait grandir devant la télévision, quoi. Il y a une question Ouais, vas-y. C'est vrai que ça nous place parfois un petit peu à se demander voilà, quel choix vraiment visuel et de colorisation on peut faire. Et tout ce qu'on fait est passé sous l'œil bienveillant, mais aussi très précis de Maître Kurumada pour nous dire ça on peut pas, etc. Ok. On va leur tourne, messieurs, on va avancer un petit peu. Il nous reste deux visuels à montrer. Ouais. Oui, alors on va faire celui d'Athéna, comme ça vous verrez un petit peu ce que je dis quand oui, alors oui, c'est vrai que c'est complètement, t'as raison. Là, c'est voilà. Là, on y est, on est dans l'ambiance là. Hein. Mais on n'est pas, enfin ceux qui me connaissent et qui savent la passion que je peux avoir pour Araki et Himeno. Verront bien dedans que c'est pas tout à fait ça. Donc, du coup, le style graphique est un petit peu différent. J'ai beaucoup de chance d'avoir fait Albator et d'autres projets personnels avant pour développer des petites choses personnelles que j'essaie maintenant de glisser à l'intérieur de mes dessins pour les rendre, pour les personnaliser un petit peu. Et voilà le style de dessin qu'on aura dans l'album. Il y a du fan service, hein. C'est le casque du Sagittaire là qu'elle a dans les mains. Alors, c'est un peu de fan service comme tu dis, si tu veux, mais c'est surtout beaucoup pour situer l'album. Je vous disais tout à l'heure que ça se passait avant l'arrivée du Lion d'Or au Japon. Et vous le savez, le Lion d'Or va réveiller d'une certaine façon l'âme d'Aiolos qui va prêter son armure du Sagittaire à Seiya. Et c'est à cette occasion-là qu'on va découvrir la véritable armure du Sagittaire. Donc, dans cette scène que vous voyez à l'écran, en effet, on est encore avec la clause du Sagittaire maquillée, puisque c'est le terme qui est utilisé dans le manga, maquillée en fake Sagittarius. Ouais. La raison pour laquelle on voit le casque. Bon, là aussi, tu as encore séduit tout le monde. Hein, et Kalitani qui nous dit elle est sublime cette planche. C'est vraiment, elle est magnifiquement dessinée. On adore ce dessin, c'est Oleos Twitch qui nous dit ça.
Et c'est vrai, donc, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'on est dans l'ambiance du dessin animé, quoi. Est-ce qu'on peut découvrir le dernier dessin? Parce qu'après, il va falloir que tu décides. Ouais. Alors, le dernier. Alors, ouais. Ouf. Va pouvoir répondre à la question, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou est-ce que c'est un arc narratif inédit? Bon, je pense que la réponse, vous l'avez sur l'image. En effet. Je suis certain que personne de vous ne connaît le personnage de droite, ce qui veut dire qu'il y aura en effet de l'inédit, et c'est même une histoire inédite. Par contre, vous verrez à quel point cette histoire inédite est raccrochée à plein d'éléments connus du manga de Maître Kurumada. Parce que là, c'est un chevalier en tout cas. On voit qu'il a, c'est une armure qui porte ce méchant. Oui. Ok. C'est vrai, c'est D'accord. Silver Saint. C'est vrai qu'il y a des questions très pointues, notamment sur les chevaliers d'argent. Je sais plus qui nous demandait si tu résolvais la mort d'Astérion, qui était un des chevaliers d'argent. Ah, j'aurais parlé il y a pas longtemps, ça c'est vrai alors. C'est vrai? Dans l'album, non, on en parle. C'est le chevalier de quoi? Des chiens, chien de chasse, en effet, ouais. D'accord, ok. L'album intervient, les chevaliers d'argent ont été défaits par D'accord. les chevaliers de bronze, et ça se passe juste avant juste avant la scène où le grand Pop demande à Milo et à Yolia d'aller au Japon. Okay. Donc, entre la défaite d'Algol et en fait l'arrivée d'Ayulia. C'est ça. L'attente va être longue avant l'année prochaine. Ça va être long d'attendre. Ouais, c'est vrai. Parce que là, les petites émissions comme ça, c'est pour que l'attente soit moins longue. Ah ouais, mais là. Là, il y a beaucoup de mystères, ça donne très envie. Et ils sont beaux tes météores de Pégase, hein, franchement. Ils sont vraiment stylés, quoi. Ouais, et donc là, ouais. D'accord. En plus, c'est cool parce qu'il est vraiment enfin, c'est. À les donner devant la glace pour voir un petit peu les couleurs. Pégase en jean et en t-shirt rouge, ouais, c'est. D'ailleurs, j'ai toujours. Vous avez déjà remarqué que Iki et Phoenix, en fait, c'est un peu. Il y en a un qui a un pantalon bleu pendant que l'autre a un pantalon rouge, l'autre a un t-shirt. Enfin, c'est l'inverse, quoi. C'est vraiment deux faces d'une même pièce, en fait. Iki et Seyar. La magie des justes corps. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en était? Il y a des gens qui je crois, essayent de trouver qui est le personnage inédit. Oui, bien sûr. C'est obligé. Il y a des hypothèses, mais le problème c'est que tu vas pas pouvoir répondre. Et voilà, je serais en train déjà de me demander, mais qui c'est la tête qu'il y avait derrière Iki. Oui, est-ce que tu veux qu'on te dise ce que disent les gens? Il y a Oléo Switch qui nous dit c'est un chevalier des abysses. Et il y a RDH51, ça semble être une armure non-cloth, donc un autre ordre des guerriers célestes. Ce serait si cool. Oh. Mais il va falloir attendre un an pour avoir la réponse. Tu peux rien dire, Jérôme. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est pas un chevalier d'acier. Chevalier qu'on avait peut-être un peu oublié. Ah, les styles saintes. Ouais. Et les gens repèrent aussi la petite arme qu'il a. Ils se demandent qu'est-ce que c'est le bâton qu'on voit à droite de l'écran. Une espèce de bâton métallique là. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une lance. Et oui. Voilà. Les personnages de Mars, de Saturne, de Saint et Omega vont être là. Voilà. non, mais c'est vrai, le fait qu'ils soient armés, c'est vrai que ça. Ouais, c'est rare les armes quand même. C'est égal d'écouter les questions, mais évidemment, je vais pas donner de réponse. Ok. Mais par contre, ce que tu peux faire. Surtout pas la réponse. Tu ne peux pas répondre, mais tu peux dessiner. Oui, je peux dessiner. Il n'y a pas de problème. Super. Dessinant, donc je vais installer la caméra au-dessus du dessin. Ouais. Et puis, je vais vous faire un petit dessin de Seiya, et puis voilà quoi. Super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je peux répondre en parallèle. Ouais, tu nous entends. Ça roule. Allez, ça marche. Transvase. Ça roule. À toutes. Et alors restez bien avec nous, puisque dans quelques instants, on vous fera gagner ce très beau dessin des chevaliers du Zodiaque. On va vous poser une question. On vous posera une question dans quelques instants. Il faudra être le premier à répondre. Ah, on voit que Jérôme a des mangas de Senseiya sur son bureau. Ah là, oui, j'en profite. Voilà, mes outils de travail. Vous voyez, tout ça, c'est vous avez les artbooks. Peut-être que vous voyez là, je vais essayer de remonter un petit peu. Le Jump Gold. Yes. Les jumps, etc. Et puis alors un truc de fou qui va vous montrer à quel point je suis complètement barjo de Senseiya. Mais évidemment, je découpais dans les Dorothée Magazine, les 8 pages de Senseiya, etc. Et donc j'ai mon album entier fait des Dorothée Magazine avec les magnifiques aventures de Roxane. J'ai pas vu ça depuis 20 ans, c'est incroyable. Et voilà, donc j'ai tout ça à côté de moi pour travailler. Et évidemment, ce genre de choses aussi,
les mangas de l'œuvre originale de Kurumada, ainsi que les plus récents de Next Dimension. Comme j'ai la chance d'avoir les versions japonaises que je vous montre ici aussi en parallèle, vous les voyez bien. Oui. Et j'ai mes mangas en japonais. Ah ouais. De les en français. La première édition. Comme ça que j'ai première édition. Oh, les scènes comics à côté, je vois. Oui, moi aussi j'ai vu. Waouh. Alors tu vas dessiner quoi? Ouais, je vais dessiner un petit Seiya. Ouais. Vous voyez l'image ou pas? Ouais, oui. C'est très bien. C'est très bien, Jérôme. Bon, super. Très bien. Allez, c'est parti. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, etc. Oui. Si vous avez des questions sur sa méthode de travail, sur quel outil il utilise ou sur Sensei en général, on peut peut-être même répondre à des questions qu'il y avait tout à l'heure sur quels étaient les personnages préférés, les arcs préférés de Senseiya. Jérôme, c'est quoi ton personnage préféré? Et après Olivier, quel est ton personnage préféré? Alors, moi c'est difficile de vous répondre. Parmi les bronzes, je pense que je serais tenté de dire Iki. Et puis parmi les... J'aime beaucoup Asgard en fait, j'aime beaucoup la partie Asgard parce qu'elle est très très romantique, très dramatique et tout. Ouais, puis on changeait un peu de mythologie, c'était agréable je trouvais. Mais je dois reconnaître qu'en fait c'est très très difficile de choisir parce que toute l'œuvre de Masami Kurumada est vraiment extraordinaire. Je reconnais que j'ai un faible vraiment très très grand pour toute la partie Hades. Moi. Ouais, c'est comme ça que j'ai découvert le manga. Hein. C'est au travers des mangas de Masami Kurumada sur la partie Hades. Parce que c'est découvert aussi. Donc il y avait des magasins, tu vois, qui importaient ça en France. Et donc du coup, j'ai découvert comme ça à cette occasion-là. C'est même là que j'ai compris que les mangas se lisaient dans le sens contraire de nous, parce que Sean venait de se faire couper la tête par une, et puis je continue à tourner, et puis il donne la tête. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Et j'ai compris après coup que ça se lisait dans le sens contraire de nous. Mais oui, je trouve que c'est pour moi le summum graphiquement, même au niveau scénar. J'adore la partie Hades et même si je sais qu'elle est parfois un petit peu critiquée, etc., moi je suis un grand fan du Mekai en fait, de toute la partie où ils sont dans les... Moi aussi. Ouais, énormément. Les top 23 et 24 sont mes favoris, je peux le dire aussi. Ça, et alors... Je trouve qu'il y a une quantité de décors très très différents qui fait que c'est vraiment très varié par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Des temples grecs... on va dire, même si après c'est des piliers, ça reste quand même des architectures grecques classiques. Là, il y a beaucoup plus de variété, je trouve, dans cette partie Hades, et ouais, je trouvais que c'était vraiment extraordinaire. Comme, il est superbe ton dessin, Jérôme. Il est magnifique. C'est gentil. C'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a une question sur ton trait. On va demander pour le personnage également. Olivier, donne ton. Olivier, toi, c'est. Quel est ton personnage préféré? Et ta saga. Je vais faire rapidement. Donc, alors, ça dépend pour les bronzes. Demain, je vais regarder le combat entre Shiryu et Shura. Je vais vous dire Shiryu, et puis après, je vais regarder un autre combat. Je vais vous dire. Donc, ça dépend. Je les aime tous pour des degrés différents. Je vais dire peut-être Shun parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la sensibilité du personnage. Et j'ai toujours adoré le combat. C'est très impopulaire de dire ça, mais j'aime beaucoup le combat avec le poisson. Ah oui, c'est impopulaire ça. C'est impopulaire parce que voilà, on ne sait pas si Shun va sortir vivant et qu'il va aider Seiya ou pas. Enfin, j'aime beaucoup ce combat-là et le contexte de ce combat-là, même si après les deux précédents étaient géniaux. Sinon, dans les Silver Saint, c'est incontestablement Orphée. Je trouve qu'il a fait beaucoup de bien Silver Saint. Les Gold, je pense que c'est Aeolia dans le manga et l'animé. Je l'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup Shura aussi. Asgard, Mime incontestablement pour moi. Mime est vraiment l'un des meilleurs. Chez Poséidon, Canon évidemment, je pense que Canon et Kaza, je l'aime beaucoup pour ce qu'il fait. Puis pareil que Jérôme Alquet sur la partie du Mekai et Jumikyu, c'est une partie que j'aime énormément, celle du Mekai. Il y a beaucoup de spectres que j'adore, alors je vais pas être très original, mais voilà, je pense que ça sera Radamant. Mais c'est vrai que Canon par exemple, qu'on connaissait peu fondamentalement quand on regardait l'anime à la télévision, après il prend énormément de place, que ce soit dans Hades notamment. On lui fait pas une vidéo sur le personnage là, et c'est vrai que c'est vraiment l'âge d'or sur ce personnage là. Et moi, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est qu'il y a eu un incident sur Canon. Bon, je voyais un peu ce que je veux dire sur
sur ma vidéo, mais en réalité, Canon n'aurait pas dû apparaître dans la partie poésie. Donc Kurumada prévoyait de le faire apparaître juste pour la partie Hades, et c'était Tétis qui devait avoir ce rôle de trade, de manipulatrice et tout. Et Canon, il y a aussi un autre incident, c'est la forme objet. La forme objet, vous savez, c'est la représentation des clauses une fois qu'elles sont en forme. On appelle ça les totems en France. Oui, en Mais fait, en il y Japon, avait une ils disent question d'ailleurs là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'on Et on les en verra fait- en forme totem aussi? Et en fait, le problème avec Canon qui s'est passé, c'est que la forme objet, il a été révélé très tardivement par Masami Kurumada, et de ce fait, il n'existe aucun modèle sheet de la forme objet du Sea Dragon. C'est pour ça que quand on voit souvent des représentations de Canon, le Sea Dragon, ça n'existe pas. La forme objet n'existe pas comment dire ça, en modèle sheet, mais Masami Kurumada l'a envoyé en avance. Du coup, il y a une petite anomalie par rapport à l'adaptation animée en fait. Parce que Canon. oui, C'est il est dragon des mers sur Poséidon, mais après dans Hades, il a l'armure du Gémeaux. Il redevient le. Ouais, ouais. Canon des Gémeaux. Oui, puisqu'il n'est plus un des généraux des 7 mers. Alors, Et- Jérôme, tu reçois beaucoup de commentaires là encore très positifs, très, très joyeux sur ton dessin. Il y a Angst, pardon pour la mauvaise prononciation, qui dit le dessin est ouf. Il y a Mog76400 qui dit le changement de trait de Jérôme est impressionnant. On dirait plus le style d'il y a 20 ans, je suis choqué. Et d'ailleurs, il voulait savoir un peu voilà, comment tu trouves l'évolution de ton trait pour les armures. Est-ce que tu deviens plus strict dans les détails, vu que ça fait quand même plus de 20 ans que tu dessines les chevaliers? Il y a beaucoup de En gens fait, qui te comme je félicitent. disais tout à l'heure, j'ai appris à dessiner en refaisant ce que je voyais à la télé, et pendant très longtemps, ça a été un petit peu mon étalon qualité, quoi. Plus ça ressemblait, plus j'étais content, et puis je me suis rendu compte aussi avec le temps que d'intégrer des choses personnelles, et ça m'a fait du bien aussi d'aller un petit peu plus loin et de faire des projets plus personnels sur d'autres BD, par exemple, sur des BD dont j'ai vraiment créé les persos et voilà, qui était notre univers à nous. Ça m'a fait beaucoup de bien pour développer des petites choses personnelles que maintenant je réinjecte dans des personnages existants, et c'est en ça que les personnages ont pu un petit peu évoluer, sont avec un style de tel caractère designer ou de tel dessinateur et tout, mais avec aussi des petits éléments qui me sont propres, et c'est important en fait. Voilà, oui, clairement ça a été une grosse évolution pour moi entre les années 80, 90, 2000 et même encore aujourd'hui, quoi. Et il y a Mazar Arcade qui demandait si tu aimais bien dessiner au bic, mais on le constate, oui, effectivement, tu dessines aussi un peu au En fait, bic. oui, j'aime beaucoup ça. Ouais. On m'en avait parlé il y a peut-être 2 ou 3 ans. On m'avait dit, mais tu travailles avec du bic? Alors, bien sûr, oui, le bic. T'as pas un truc plus pourri que le bic? Et en fait, j'ai jamais eu autant tort que ce jour-là, parce que c'est vrai que c'est très très agréable. On arrive à faire des traits appuyés, ou enfin un peu de plein et de déliés assez facilement. Et puis on fait des petites hachures aussi quand on fait du storyboard. Je fais tous mes storyboards avec du bic, et je fais toutes les dédicaces en festival aussi avec du bic, parce que ça permet d'aller très très vite, d'être précis, et voilà. Après, ça n'empêche pas que pour la BD elle-même, je la dessine pas au bic. Je la dessine avec des outils plutôt comme ceci. Alors voilà, je cache la marque, hein, mais c'est ce genre de choses. Et crayonné bleuté, mais c'est vrai que le bic est très pratique quand on dessine. Il y a des fans de bic dans les commentaires, parce que Tatan Live et Sherian Artwork disent le bic c'est top pour les nuances surtout, et le bic permet de grosses variations de valeur. Exactement, bravo. Alors, Golku78, combien de temps ça va te prendre pour dessiner les tomes? On y avait répondu un peu tout à l'heure, on sera à peu près sur un tome par an. Je pense que ça devrait en effet s'étaler jusqu'à 2025. Et alors, on va profiter de ce petit temps pour peut-être faire le jeu concours, pour que vous puissiez gagner ce magnifique dessin. Alors, c'est hyper simple. C'est dans le chat. C'est la première personne qui répond. La question, elle est toute simple, mais il faut donner la réponse sans faute d'orthographe. Super rapidement. Super rapidement. La question c'est, il faut donner le prénom et le nom du créateur des Chevaliers du Zodiaque. Le prénom et le nom du créateur des Chevaliers du Zodiaque. Attention, sans faute. Akira Toriyama. Et le premier remporte le magnifique dessin de Jean Malquier. Bon, on va en avoir un très rapidement en effet. Mais on le dira, on le dit tout de suite ou plus tard, Jérôme? Le gagnant ou la réponse? Le gagnant, on va donner. S'il y a déjà un gagnant d'après Olivier, on peut déjà donner le nom. Le nom c'est évidemment Masami Kurumada. Bravo, Cucu.
Bravo à la personne qui a gagné. Qui est-elle? Je ne sais pas. Ah, On tu verra. Et la personne qui a donc gagné, c'est Gugu Ouais. /U. Ouais, underscore U, ouais. Alors Gugu, Bah, t'as de la chance. t'as beaucoup de chance. J'espère que tu prendras soin de ce dessin. Et peut-être des conseils pour le. Et d'ailleurs, pour le- juste ouais, pour vas-y. qu'il soit quand même envoyé le dessin, je sais, as-tu Twitter, comment faire pour te contacter? Si tu as Twitter, viens dans mes DM et je passerai ton adresse à Jérôme pour qu'il te l'envoie. Donc mon compte Twitter c'est J underscore la chasse LACHA2SE J underscore la chasse LACHA2SE. Tu me donnes ton adresse et une preuve que c'est bien toi. Et Jérôme t'enverra Il le est magnifique magnifique. dessin. Il est incroyable. Il est incroyable. Et bravo à Jérôme. toi. Ouais. Et bravo Jérôme, merci beaucoup pour ton Merci. merveilleux cadeau. Et donc ça, il vaut mieux l'encadrer, pas trop au soleil. Il faut comment il va tenir toute la vie ce dessin. Il l'emmène à la plage. Je l'ai fait sur un shikishi, j'espère ne pas me tromper avec le terme. Et comme j'en fais très rarement des shikishi, j'ai aucune idée de comment ça se conserve. Parce que Bon. sur cellulo, il vaut mieux éviter en effet le coucou du soleil. Sur les dessins noir et blanc, comme je fais pour la BD en stylo feutre, comme je vous ai montré tout à l'heure Ouais. sur la marque, bon, ça gêne pas trop que ce soit sous le soleil. Ça, je sais pas trop comment ça évolue avec le temps, mais bon. Éviter peut-être en effet pour plus de sécurité de le mettre juste en dessous du soleil, juste derrière la fenêtre, quoi. Ça peut être bien, quoi. Bah bravo vraiment, c'est Bravo. magnifique. Et bravo à Gugu. Ouais. Je fais une petite, Vas-y. un petit additif par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure. J'ai entendu ça pendant que je dessinais. Vous avez parlé des formes armures, enfin des Ouais, totems, des comme on totems. dit en Les formes France. objets, ouais. Voilà, les formes objets. Sachez que je vous ai dit tout à l'heure qu'en effet, il y avait des personnages nouveaux dans nos albums. Vous en voyez encore un à l'écran là qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Oui, pardon. Sachez qu'ils seront en effet fournis avec caractère design et forme objet de leurs armures. Le schéma des armures à la fin. Trop Je bien. sais pas si on fera un schéma, tu sais, avec les flèches et tout. Ah, machin. si. Voilà, ça va là, mais Ah ouais, en si. tout cas, il y aura le perso Ah, de génial. pied et la forme objet. Ok. Ça, c'est vraiment la petite information de connaisseur, le petit truc qui intéresse énormément de gens et tu dis, ah ouais, C'est vrai. super. Excusez-moi, en fait, il y a dans les commentaires, on nous signale à juste titre que Gugu malheureusement a mal orthographié le nom de Kuromada. Donc malheureusement, tu ne gagnes pas. Oh là là. Je suis l'enfer. désolé, Gugu. Oh. Et donc ce sera donc Divino. Ah, C'est Gugu, Divino mais qui le l'emporte. On est désolé. pauvre. L'ascenseur émotionnel On est désolé. vivre. Ouais. Bon, mais les règles sont les règles. Hein. Je suis désolé, on s'est fait rattraper par la police des règles. Désolé, Gugu. Mais bravo à Ouais. Divino. Aïe. Bah Divino, même sentence. Retrouve-nous en DM sur Twitter. J underscore la chasse LACHA2SE pour nous donner ton adresse et une preuve que c'est bien toi pour recevoir le magnifique dessin de Jérôme. Et alors on en profite parce qu'on a quelques instants avant de se terminer. L'album sortira donc en juillet 2022 pour la Japan Expo. Il y aura aussi d'ici là chez Kana Classics, il y aura Goldorak, revu notamment par Dorisson, Bajram. Ouais. Ça, c'est quoi, mois de novembre, je crois. Octobre, novembre. Et mi-octobre, je crois. Mi-octobre, il me semble, mais, Et pour Senseiya, il me semble qu'il y aura aussi, tu me confirmes ça Jérôme, mais il me semble qu'il y aura aussi en fin d'année, en décembre, un event spécial où il y aura des choses qui vont être dévoilées ou annoncées en tout cas. Oui, alors c'est vrai que cette émission aujourd'hui, c'était pour vous donner quand même quelques petites infos et voir qu'on travaille et voir que les choses avancent, même si la date d'avoir l'album d'entre les mains, c'est dans un an, quasiment jour pour jour. Mais pour vous montrer qu'on avance. Mais on va faire une émission très certainement en fin d'année, le 12 décembre. Le choix de date n'est pas anodin. Le 12 décembre, on fera une grosse émission pour parler un petit peu plus du contenu et seront à ce moment-là dévoilés certains personnages inédits entre autres. Oh oui. Bon, on sera au rendez-vous. Et alors d'ici là aussi, pour les fans,
Il y a aussi évidemment toujours la chaîne Nébulaire avec Olivier qui nous régale avec ses vidéos. Et il y aura aussi à l'automne un numéro spécial de la revue Otomo. La revue Otomo qui est liée à Rokirama, vous connaissez peut-être, qui va faire un numéro hors série, un gros dossier sur Senseiya par Ludovic Gottini qui a interviewé dans ce dossier pas mal de gens qui ont travaillé sur l'anime, dont Takao Koyama, scénariste, et voilà, et d'autres scénaristes, et d'autres animateurs, voilà. Je vous dis pas tout pour qu'il y ait un peu de surprise, mais en tout cas, voilà, sachez que Otomo prépare aussi un beau dossier pour les 35 ans de l'anime à l'automne. Ludovic Gottini qui connaît très bien ce sujet, et franchement, si vous avez l'occasion de l'acheter, ce magazine Otomo, quand il sortira, franchement, foncez. Trop bien. Okay. Et alors on profite bonjour à Ludovic, que je connais bien. Et 12 décembre, en fait, parce que oui, 12-12, quoi, en fait, c'est bien ça, quoi. J'imagine. Enfin, peut-être, je ne sais pas, en effet. C'est génial. Ça va être très dur d'attendre, hein, je vous le cache pas quand même. Là. Vous nous avez vraiment mis l'eau à la bouche là. C'est compliqué. Bref, on va se retenir. Hein ? Ouais. On va peut-être conclure, messieurs, parce que ça fait quoi ? Ça fait une bonne heure 20 qu'on se parle et on a plein dérapé, mais c'était super, passionnant. On précise aussi pour nos heureux et heureuses auditeurs et auditrices que c'est le dernier Twitch manga de la saison. Mais oui. Mais nous revenons en septembre avec un numéro spécial sur Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, le manga de Le Furio disponible chez Glénat et qui est en train de cartonner en ce moment. Et après on fera en octobre, à la fin du mois, un numéro spécial, l'Attaque des Titans pour la fin, où on se posera la question, est-ce que la fin est réussie ? Et on spoilera pas mal. Ouais. Et voilà, donc soyez au rendez-vous. Et... Bon bah messieurs, merci beaucoup. Un grand merci pour toutes ces infos. Bah non, merci de nous avoir accordé un peu de temps, c'était vraiment bien. Et juste Divino, si tu nous entends, contacte-moi sur Facebook puisque tu n'as pas Twitter. Ouais. C'est mon nom, Jérôme Lachasse, Lacha2se, et on te fera suivre le dessin. Et bravo encore à toi. Et désolé Gugu. Désolé Gugu, ouais. À charge de revanche. Bon messieurs, salut, bonne journée. Encore mille merci. Et au revoir et à bientôt aussi à tous les fans de Senseiya qui ont suivi cette émission.